Ok, j'y vais alors. Donc bonjour à toutes et tous, en salle ou en ligne. Donc effectivement, là on a un premier lot d'extrêmes, enfin d'exposés sur les extrêmes pendant 1h30 ce matin, et puis il y aura une deuxième salle en fin d'après-midi. Moi je vais faire juste une très courte introduction, donc comme lundi, je n'aurai pas de maths dans mon exposé. Je vais juste essayer de vous brosser un espèce de panorama de ce que les extrêmes peuvent poser comme problème pour le réseau électrique. Pour le système électrique dans son ensemble de manière générale. Puis ça va être un exposé qui va être relativement court, d'une petite demi-heure a priori, puis ensuite je passerai la parole à Corentin. Alors, cette slide-là, vous l'avez déjà vu l'autre jour, hein, c'est juste pour rappeler que nous, RTE, le réseau de transport d'électricité, on a deux missions principales qui sont d'une part de développer, maintenir et opérer le réseau de transport d'électricité. Donc c'est de la gestion d'actifs, hein, les actifs étant tous les matériels et les machins qu'on utilise pour remplir nos missions. Et puis la deuxième mission, c'est d'assurer l'équilibre offre-demande en électricité, en tout point du territoire et à tout instant, du très court terme, de l'instantané, jusqu'à des études prospectives dans le plus long terme. Et vous avez pu avoir un peu un aperçu de ce que ça donne en termes de modélisation hier soir avec l'exposé de Jean-Marc Jalin. Et donc tout ça, bien entendu, hein, dans un système qui est dépendant de la variabilité météo au quotidien, et même à des fréquences plus élevées, à quelques minutes d'échéance, et puis qui sera de plus en plus exposé aux problèmes de changement climatique. Et en particulier, donc, on a les extrêmes qui nous posent un certain nombre de problèmes et de questions. Alors, je l'ai déjà mentionné sous une autre forme l'autre jour, mais donc le système électrique et le réseau de transport sont exposés à un certain nombre d'aléas météorologiques et climatiques. Donc, que j'ai classé ici en quatre grandes catégories. Donc, il y a les problèmes liés à la température en haut, donc que ce soit le chaud ou le froid, les problèmes liés à l'eau et les problèmes liés au vent. Alors, sur la chaleur et la chaleur extrême en particulier, hein, il y a bien sûr l'accroissement des températures moyennes qui est importante, mais il y a surtout les phénomènes extrêmes qui vont avec, en particulier les vagues de chaleur, qui vont être de plus en plus importantes, de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues sous la contrainte du changement climatique. Bien évidemment, un problème n'arrivant jamais seul, ces vagues de chaleur sont souvent associées à des sécheresses, comme on l'a vu par exemple en 2022, avec une sécheresse vraiment très importante sur toute la France. Et puis, un autre corollaire des sécheresses et des vagues de chaleur, c'est les feux de grande ampleur qu'on a vus également en 2022. C'est vraiment une année typique pour ça. Pour le froid, bien sûr, il y a la température elle-même qui va jouer. Jean-Marc vous l'a rappelé hier avec l'exemple de la vague de froid de 2012, qui a duré à peu près 2 semaines, la fin février, et qui a entraîné un record de consommation à 102 gigawatts en France, donc quelque chose qui est assez énorme quand même. Mais bien sûr, avec les vagues de froid, il y a aussi d'autres événements qui sont peut-être un peu plus locaux qui peuvent se produire, comme la pluie verglaçante, le brouillard givrant en plaine, les nuages qui se transforment en glace dans les montagnes, la neige collante, dont j'ai parlé aussi l'autre jour, hein, donc la neige collante. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui vont entraîner des accrétions d'eau sous forme glace ou neige sur les pylônes, sur les lignes et sur toutes les installations de manière générale, et qui peuvent entraîner des problèmes. On a vu notamment dans le nord de l'Italie, qui est pas mal sujet à ça, des phénomènes de neige collante qui entraînent des ruptures de câbles et alors pas des blackouts généralisés forcément, mais des coupures locales assez étendues des réseaux de transport et de distribution. Sur l'eau, j'en ai pas mal parlé l'autre jour, mais donc ce qui nous embête le plus, hein, c'est l'excès d'eau, principalement, donc avec les problèmes d'inondation. Alors ça peut être les inondations par débordement de rivières, donc des choses liées à des débits très forts. Les inondations par ce qu'on appelle le runoff, donc c'est plutôt de l'eau qui n'est pas évacuée sur des surfaces soit trop anthropisées, soit qui ont été exposées à de la sécheresse avant, et donc avec un pouvoir d'absorption de l'eau qui est diminué. Et puis, bien évidemment, il y a le problème d'augmentation du niveau de la mer, qui n'est pas forcément le plus important sur les côtes françaises. Il y a des zones dans le monde qui sont beaucoup plus exposées à l'augmentation du niveau de la mer, mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on regarde de près. Et puis, le dernier aléa majeur est lié aux tempêtes, donc lié au vent
et aux orages. Donc avec soit les tempêtes de grande ampleur comme on a pu connaître dans les années, fin des années, donc en 99, hein, Noël 99, Lothar et Martin, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être pas pour les plus jeunes, mais les autres s'en souviennent. Et puis plus près de nous, en 2023, donc il y a presque un an, la tempête Ciarán, hein, qui est passée sur la Bretagne, où on a eu sur la pointe de Bretagne des vents supérieurs à 200 km/h à certains endroits, et on l'a bien senti passer. Et puis plus localement, il y a des effets plus localisés, comme les tornades, notamment dans le nord de la France, et puis les gros orages violents qui peuvent aussi entraîner des destructions de matériel. Alors, je vais juste vous passer quelques images. Hein. Ça, c'est la plupart, je pense que c'est des images, à part celle du milieu en haut, qui doit être plutôt une image des îles aux Antilles. Mais sinon, les autres, c'est des images en France. Alors, je ne sais pas où exactement, mais très probablement dans le nord de la France. Donc ça, c'est des résultats de la tempête Lothar et Martin en 99. Donc les pylônes, c'est quand même des structures très très costauds. Et là, vous voyez qu'il y en a un certain nombre, il y a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, qui étaient tombés sous l'effet des tempêtes Lothar et Martin. Donc ça fait un peu mal. Hein. Il y a eu des zones qui ont été coupées d'alimentation pendant 2 à 3 semaines de mémoire. Donc c'était quelque chose vraiment de grande ampleur. Alors pour ça, en fait, dès après ces tempêtes, il y a eu un programme qui a été mis en œuvre qui s'est appelé un programme de sécurisation mécanique. Donc on a refait des calculs de risque extrême de tempête en France qui ont conduit à un programme je ne trouve pas le mot en français, mais d'upgrade de tous les pylônes qui étaient les plus exposés. Donc ça a consisté à faire des renforcements de pylônes, des remplacements de pylônes pour ceux qui étaient tombés par des pylônes qui étaient plus costauds. Et donc ça a pris plus d'une quinzaine d'années. Hein. Le programme de sécurisation mécanique s'est terminé en 2017, je crois. Donc vous voyez, ça a pris quasiment 17 ans entre les études et puis la réalisation. Et aujourd'hui, on estime que le réseau de transport de RTE est résilient aux tempêtes type 99 et même peut-être un peu plus fortes. Et comme on n'a pas trop de signal indiquant une augmentation des tempêtes extrêmes dans le climat futur, on estime qu'on est aujourd'hui relativement serein, on est même serein par rapport à ce risque de tempête. Sur les inondations, j'en ai pas mal parlé l'autre jour, donc je vais passer assez rapidement, hein, mais ce qui nous pose problème, c'est les gros événements qui peuvent entraîner des inondations des postes électriques, des problèmes sur les fondations des pylônes qui sont en lit de rivière. Vous en voyez un en bas au milieu là. C'est un truc qui est sur la Durance de mémoire, où il y a eu plusieurs crues répétées au cours des dernières années, et on a eu des problèmes avec des pylônes dont les fondations qui sont en béton, hein, quand le béton est attaqué par des débits très forts, avec éventuellement des alluvions de troncs d'arbres et de machins comme ça qui viennent taper dans les fondations, ça peut poser des problèmes de stabilité des fondations, et donc à terme potentiellement entraîner des chutes de pylônes. Donc heureusement, ce n'est pas des trucs qui interviennent du jour au lendemain, mais des événements extrêmes répétés peuvent fragiliser les structures, et donc il faut intervenir assez rapidement pour régler les problèmes. Sur les problèmes d'accrétion, j'en ai parlé aussi l'autre jour, mais c'est juste pour réillustrer. Hein. Donc là, vous voyez sur la photo des manchons de neige collante qui se sont formés sur les câbles eux-mêmes. Et donc le problème, c'est qu'en général, dans ce type d'événement-là, il y a du vent, et le manchon n'est pas symétrique. Il n'est pas axisymétrique autour du câble, et donc il y a une direction dans laquelle il y a plus de neige que l'autre. Pas forcément la direction vers le bas, hein. Ça peut être si le vent est perpendiculaire à la ligne, le manchon peut se former un peu sur le côté, et du coup avec le poids après il tombe, ça entraîne des torsions des câbles, et ça peut aller jusqu'à la rupture. Donc ça, c'est un phénomène qui se passe beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans le sud de la France, et en particulier dans le sud-est. Et nous, ce n'est pas encore trop prononcé, mais dans le nord de l'Italie, c'est un problème qu'ils ont de façon très récurrente. Et avec l'augmentation des températures, on pourrait se dire que ça va disparaître. Non, parce qu'en fait, ce type de phénomène-là se produit à des températures qui ne sont pas forcément très très basses, mais c'est une conjonction de conditions de température et d'humidité, et ces conditions pourraient devenir plus défavorables, en particulier dans le nord de l'Italie et dans les Alpes. Le problème du chaud, j'en ai parlé également. Donc l'idée, c'est que, vous vous rappelez, une ligne, l'idée c'est de faire passer du transit dedans, donc de faire passer une certaine intensité. Elles sont dimensionnées pour faire passer, par exemple, 200 MW ou 2000 MW plutôt, c'est plus réaliste. Donc quand on fait passer du courant par effet Joule, le câble chauffe.
Si on rajoute à ça l'effet de la température extérieure, d'un rayonnement élevé et d'un vent faible, ça va chauffer d'autant plus. Donc tout ça entraîne une dilatation du câble et on ne peut pas aller au-delà d'une certaine dilatation puisqu'on a une distance minimale à respecter. Et donc le problème qu'on peut avoir en climat futur et qui commence déjà à se poser pour certaines lignes, c'est que si ça chauffe trop, ces distances sont amenées à ne plus être respectées. Et donc pour respecter ces distances, on est obligé de réduire le transit maximal qu'on fait passer dans les lignes. Donc on utilise les lignes électriques de façon sous-optimale. Et donc là, la question qui se pose, c'est de savoir, pour ces lignes aériennes, comment on doit les dimensionner dans le futur pour qu'elles puissent résister aux températures extrêmes. Sur la gestion du système lui-même, donc là Jean-Marc vous a fait un exposé assez complet sur la façon dont ça marche hier, mais donc rappelez-vous que l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, ça peut se résumer à un problème de fréquence. La fréquence sur la plaque européenne, c'est de 50 Hz. Si on dévie de plus de 200 mHz par rapport à cette valeur, on a un déséquilibre assez important du système qu'il faut vraiment régler rapidement. Et donc ces déséquilibres de fréquence peuvent venir de trois principales choses. C'est une augmentation ou une diminution forte de la demande, une augmentation ou une diminution forte de la production, et puis bien évidemment ce qu'on appelle des fortuits. Donc un groupe de production qui s'arrête, par exemple, je sais pas, un réacteur nucléaire qui se met en sécurité pour une raison ou une autre, une turbine hydraulique qui casse ou qui a un problème. Donc voilà, ça peut entraîner une baisse de production assez rapide. Et bien évidemment, ces choses-là peuvent être créées par des événements météo. Typiquement, vous imaginez une situation où vous avez une belle situation de vent où l'éolien produit à pleine balle partout, et puis on a une dépression qui passe, donc le vent augmente très fortement sur toute la Manche, les côtes bretonnes, etc. Pour des vents trop forts, les éoliennes se mettent en sécurité, elles arrêtent de produire, et en quelques heures, voire un peu moins, on peut avoir une baisse de la production éolienne qui va être de plusieurs gigawatts, donc quelque chose d'important, qui donc va nous entraîner un déséquilibre de fréquence. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui peut se produire à une échelle un peu plus locale. Par exemple, on parlait de l'île de la Réunion hier, ou avant-hier, je ne sais plus. À La Réunion, il y a beaucoup de centrales solaires au sol. Vous imaginez que si vous avez une journée de ciel très clair et que d'un coup, il y a des situations convectives qui se mettent en place, donc des situations orageuses de fin d'après-midi, par exemple, il peut y avoir une nébulosité très importante qui se développe en peu de temps. Et donc ça va être, en soi, ce n'est pas un extrême météorologique, mais ça va être un extrême pour le système, parce que d'un coup, on va avoir une grosse baisse de la production. Bon, bien sûr, pour l'équilibre offre-demande, le gros signe noir, c'est ce qu'on appelle le blackout. Donc le blackout, c'est une coupure à très grande échelle de la production d'électricité, qui résulte d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, qui peut impacter, là on a l'exemple de la région de New York. C'est en 2006 lors du gros cyclone là, qui était passé sur New York, dont j'ai oublié le nom. Plus près, en 2008. En 2006, il y a eu un blackout en Italie. Alors, je ne me souviens plus de la cause exacte, mais ça avait coupé vraiment toute l'Italie. On avait réussi à le circonscrire à l'Italie et ça n'avait pas passé les frontières avec les interconnexions, heureusement. Sinon, c'était toute la plaque européenne qui aurait été dans le noir. Un peu plus près de nous, non, je sais pas, non, un peu plus. Je me souviens plus de la date. Je crois que c'était fin des années 2000 aussi. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent. Il y avait eu une énorme coupure qui était partie de l'Allemagne, qui s'était propagée jusqu'en France, jusqu'en Bretagne notamment. C'était lié à, alors là, c'était pas lié du tout à un événement météo. C'était juste un bateau de croisière, un gros ferry, qui devait passer sous un pont dans lequel il y avait une ligne électrique. Et puis, donc pour que le bateau passe, il fallait lever le pont. C'était un pont levant. Et il y avait une mésentente entre les gens qui géraient le pont et les gens qui géraient le bateau. Et la ligne a été coupée n'a pas été coupée suffisamment tôt pour le passage du bateau. Enfin bref, il y a eu un problème. La ligne s'est coupée à un moment où ça n'aurait pas dû le faire, avec 1 heure de décalage, et ça a fait tomber tout le réseau ouest européen. Et donc c'était à Kiel, je crois. Et on a eu une coupure jusqu'en Bretagne pendant plusieurs heures. Voilà. Donc c'est vraiment des incidents de grande ampleur. Alors ça, ce n'est pas un exemple météorologique, mais ça pourrait très bien être le cas. Et le plus récent est sans doute celui du Texas en hiver, c'était il y a 3 ans de mémoire, où il y a eu un gros événement très très froid, une bulle froide qui est descendue du Canada par les Rocheuses, qui a atteint le Texas, et tout est tombé en cascade.
parce que les Texans n'étaient pas préparés à avoir une vague de froid aussi intense qui a d'abord fait tomber des groupes de production au gaz qui ne fonctionnaient plus, et donc ensuite il y a eu un effet de cascade, et une fois qu'il y a une quantité de production qui se découple du réseau, ça entraîne des effets en cascade sur la fréquence, et du coup le réseau peut tomber assez rapidement. Et là, c'est quasiment tout le Texas qui avait été dans le noir pendant plusieurs jours. Donc en lien avec ces problèmes d'équilibre offre-demande, hein, je l'ai mentionné l'autre jour, mais ce qui nous inquiète particulièrement pour le futur, et Jean-Marc l'a rappelé hier, c'est les situations où, en gros, entre novembre et mars, on pourrait se retrouver avec des vagues de froid, même pas forcément très intenses, mais assez généralisées sur toute l'Europe. Donc on a voilà, typiquement un composite de température de ce que ça peut donner sur la gauche, combiné à une absence de vent, en particulier sur le nord de l'Europe, et notamment sur les côtes de la Bretagne, de la Manche, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, et puis toute la Manche et la mer du Nord, là où il y a beaucoup de production éolienne offshore et où il va y en avoir de plus en plus. Donc ces deux événements-là combinés, qui individuellement ne sont pas forcément des super extrêmes, mais c'est la conjonction des deux, donc il y a un aspect multivarié dans le problème qui fait qu'on peut avoir des situations assez tendues. Et Bastien, notamment, en reparlera un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder dans tout ça, en fait? Donc, sur les types de choses qu'on va regarder, donc c'est de la demande en excès, donc de la demande qui croît très fortement ou qui baisse très fortement, ou inversement de la production qui varie à la hausse ou à la baisse très fortement. Donc, on a dit hein, les vagues de chaud, les vagues de froid, les problèmes de vent. En été, on a aussi quelque chose qui va pouvoir potentiellement nous gêner de plus en plus, c'est le problème de disponibilité de l'eau pour la production hydroélectrique, donc avec des effets soit instantanés, soit des effets délayés. Hein. Typiquement, une sécheresse prolongée pendant tout un automne, un hiver, va faire qu'on va être très mal l'année d'après pour pouvoir compter sur l'hydraulique en cas de vague de froid pour produire de l'énergie à pas cher et rapidement. Il y a le problème potentiel de réduction des capacités de refroidissement des centrales nucléaires en bord de fleuve, donc sous l'effet combiné d'extrêmes d'étiage, donc de bas débit qui serait combiné à de la température élevée. Et puis un truc auquel on ne pense pas forcément toujours, mais c'est sur les... Alors ça, on est un peu moins concerné en France, même si l'efficacité du refroidissement des centrales nucléaires par les aéroréfrigérants, donc les grosses tours, là, elle est un peu diminuée quand la température augmente. De manière générale, toutes les centrales thermiques classiques, donc les centrales à gaz, les centrales à fioul et à charbon, c'est de la thermo, donc le cycle de Carnot étant ce qu'il est, quand la température extérieure augmente, l'efficacité du cycle est moins bonne, et donc on peut avoir, on avait fait des petits calculs, et globalement on peut avoir des baisses de l'ordre de 5 à 7% de rendement de ces centrales-là quand la température augmente. Donc pour un degré supplémentaire au-delà d'un seuil dont j'ai oublié la valeur, mais peu importe. Et donc, dans tout ça, les extrêmes sont forcément importants, mais on ne parle pas forcément d'extrêmes extrêmes. Quand on ne cherche pas forcément à aller chercher les queues de distribution, ça dépend vraiment du type d'études qu'on fait, du type de process qu'on regarde. Typiquement, pour les problèmes d'équilibre offre-demande et de prospective que Jean-Marc évoquait hier soir, ce qu'on regarde, voilà, c'est le risque 1%. Hein, c'est l'histoire des 3 heures de défaillance en espérance, ça revient à peu près à 1% de la distribution. Donc ce n'est pas si extrême que ça, finalement, même si ça commence à taper. Par contre, quand on fait du dimensionnement de lignes, là, quand on fait du dimensionnement de lignes aériennes, par exemple, donc c'est des organes qui vont avoir une durée de vie très longue, on a vraiment besoin de savoir ce qu'en fin de siècle sera la température extrême journalière de ces lignes-là. Oui. En fait, tu as eu un rapport entre 3 heures en espérance de baisse de réseau par an et 1% de cas extrêmes. Vous faites une moyenne à côté de toutes les probabilités d'extrême. Bah, en fait, 3 heures de défaillance ramenées à 8760, non, ça ne fait pas 1%. Non, c'est pas 1%. Je ne sais plus d'où ça vient, mais c'est lié. Faudrait que je retrouve. Ouais. Faudrait que je retrouve le truc. Mais globalement,
L'idée, c'est qu'on ne s'intéresse pas qu'à un seuil donné, on ne s'intéresse pas qu'aux extrêmes les plus importants, et notamment quand on fait des études de futur énergétique 2050 et compagnie, on a regardé les risques extrêmes, donc le risque de défaillance 3 heures par an, mais on regarde aussi des risques plus circonscrits du risque d'événements un an sur 10, donc période de retour de 10 ans, quoi. Voilà. Mais je regarderai un peu plus en détail, puis je reviendrai vers vous. Et puis donc le nouveau fantôme qui nous embête, là, c'est ce qu'on appelle les kalte Dunkelfloten, donc c'est les vagues de froid combinées à de l'absence de vent. Pour le dimensionnement des lignes, donc je reviens un peu là-dessus parce que c'est important, ça dépend beaucoup du type d'actifs qu'on regarde. Typiquement, des lignes aériennes, des liaisons aériennes, ça a une durée de vie de l'ordre de 60 à 90 ans pour les lignes 400 000 volts les plus grosses. Donc ça veut dire que celles qu'on installe aujourd'hui, elles seront encore là à la fin de siècle, voire même au début du siècle prochain. Donc il faut vraiment qu'on regarde de près quels sont les extrêmes potentiels de température pour ces lignes-là, sachant qu'on a toujours l'option de se dire on dimensionne pour les 50 prochaines années ou les 40 prochaines années, parce que les projections qu'on a sont quand même un petit peu plus fiables, entre guillemets, ou un peu moins entachées d'incertitude que pour dans un siècle. Néanmoins, installer des lignes, reconstruire des lignes, ça coûte très très cher, donc il vaut mieux anticiper le risque et bien dimensionner tout de suite, plutôt que d'avoir à reconstruire dans 30 ou 40 ans. Donc ça, c'est en termes économiques absolus sur l'intégralité de la période, c'est plus intéressant. Forcément, à l'instant T, quand on construit, si on construit pour être résilient à des températures plus élevées, ça coûte plus cher. Il y a un problème d'acceptabilité sociétale, d'acceptabilité politique, qui est toujours assez difficile à faire passer. Pour des installations de type tout le contrôle commande qu'il y a dans les postes de transformation, là on est sur des trucs qui ont des durées de vie plus courtes. Donc j'ai mis 10-20 ans, c'est peut-être plutôt 20-30 ans. Puis c'est des trucs qui sont beaucoup plus faciles à réparer, c'est des machins qui sont dans des bâtiments à hauteur d'homme, donc il n'y a pas besoin de gros équipements pour le faire. Et donc là, on a un peu plus de marge, un peu plus de latitude. Mais donc tout ça, c'est vraiment dépendant du type d'actifs qu'on considère, de leurs caractéristiques physiques, de leur durée de vie, et puis donc de la facilité de maintenance ou de remplacement et des coûts associés. Sachant qu'en plus, il y a aussi des problèmes de disponibilité des matériels sur le marché. Pour l'anecdote, aujourd'hui, il y a une tension assez forte sur l'approvisionnement en transformateurs de puissance, donc ce qui permet par exemple de passer de 400 kV à 225 kV. Quand un gestionnaire de réseau comme nous va voir les producteurs en leur disant moi, il me faut des transformateurs, mais qui soient capables de résister à des températures en dimensionnement qui sont 5 degrés plus élevés que ce que vous faites actuellement, les fournisseurs ils disent vous êtes bien gentils, mais moi j'ai mes matériels que je produis, j'ai mes chaînes de production, s'il faut que je modifie les caractéristiques, ça va me coûter plus cher, ça va me prendre du temps. Or j'ai un carnet de commandes qui est rempli pour 5 ans, donc vos problématiques, j'en ai un peu rien à faire. Donc il y a une problématique d'aborder les fournisseurs de façon concertée entre tous les opérateurs de réseau pour les pousser aussi à prendre en compte le changement climatique et à faire évoluer leur matériel et les normes qui vont avec. Dernier point, sur les matériels, il y a aussi des choses différentes qui peuvent se passer. Typiquement, pour un câble de ligne aérienne, il est soumis à différents types d'extrêmes de manière différente. Enfin, si on prend juste le problème de la chaleur, par exemple, si on a des câbles qui sont dimensionnés pour une certaine température et qui se retrouvent à fonctionner dans des températures plus élevées, ça va entraîner une fatigue des matériaux qui va être plus importante. Donc, on va avoir un effet cumulatif avec la répétition de situations extrêmes de ce genre-là. Ça va fatiguer les matériels éventuellement plus rapidement que ce qu'on envisageait. Et il y a d'autres situations, il y a d'autres matériels pour lesquels en fait c'est le dépassement de certaines valeurs seuil qui vont entraîner des dommages qui peuvent être, j'ai mis les taux ici, qui peuvent être critiques et destructifs. Typiquement, dans les câbles électriques qui sont employés, il y en a certains dans lesquels il y a des huiles pour servir soit de conducteur, soit d'isolateur, suivant les cas. Ce n'est pas du tout mon domaine, je ne suis pas spécialiste. Mais globalement, ces matériels-là, ils sont designés pour fonctionner dans certaines plages de température. Si ces plages de température sont dépassées, c'est-à-dire si on dépasse un certain seuil, l'huile peut devenir trop liquide, trop fluide, et sortir des câbles. Et dans ce cas, ça endommage les câbles et il faut les changer. Donc on a des effets qui sont différents. On a soit des effets
boum, ça casse d'un coup, soit des effets cumulatifs dans le temps qui vont entraîner une fatigue et une destruction à terme des matériels. Voilà, donc là j'ai rappelé un peu les différentes variables qu'il faut qu'on regarde. Donc c'est les températures maximales, donc sur les câbles, mais aussi dans les stations de conversion. Donc par exemple, on a une nouvelle problématique qui se pose pour les stations de conversion pour l'éolien en mer, puisque RTE est responsable de tout le raccordement des plateformes offshore, enfin des fermes offshore. Donc il y a des plateformes de transformation de puissance en offshore. Et on a un problème on a des questions pour dimensionner correctement les systèmes de ventilation là-dedans, puisque ça dépend, le fonctionnement des matériels dépend à la fois de la température et de l'humidité. En plus, on est en milieu salin, et donc on a besoin d'avoir des informations sur l'évolution de ces paramètres-là, et notamment des valeurs extrêmes, puisqu'à partir du moment où on parle de dimensionnement, on cherche tout de suite à se prémunir contre des valeurs extrêmes en prenant certaines marges si possible. Sur l'atterrage, qu'on appelle l'atterrage des câbles des plateformes offshore, donc c'est l'endroit où le câble se reconnecte au réseau terrestre, bien évidemment, je l'ai déjà mentionné l'autre jour, on a des problèmes d'érosion côtière, en particulier sur la côte atlantique, qui peuvent poser problème et qui doivent être anticipés le mieux possible. Alors, là, pour avoir des données et des modélisations là-dessus, c'est extrêmement compliqué. Et donc, ce n'est pas seulement un problème d'événements ponctuels, mais aussi les problèmes d'accumulation de fatigue des matériels avec des conditions extrêmes ou extrêmes qui peuvent être éventuellement répétées. Voilà, donc en résumé, donc on a beaucoup de types d'aléas qui peuvent impacter le système climatique. Donc ce n'est pas seulement les extrêmes eux-mêmes, mais la répétition de ces événements qui peuvent être problématiques, sachant que donc on a cette double question de soumission des matériels à des seuils extrêmes, mais aussi à la répétition d'événements peut-être un peu moins intenses, mais plus fréquents. Et une chose qui est importante, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Donc typiquement sécheresse et vagues de chaleur, froid, absence de vent, combinaison de température, humidité, etc. etc. Et donc en la matière, il existe beaucoup de normes, en particulier pour le dimensionnement, donc des normes I3E, il y a plein d'organes de certification qui sont toutes anciennes, qui sont basées sur de la donnée historique, et il y a très peu de ces normes qui sont basées sur des données de changement climatique. Et donc ça, c'est des choses qu'on essaie de faire changer aussi pour faire évoluer les normes, qui est un des moyens d'obliger les producteurs de matériel à prendre en compte le changement climatique et les nouveaux types d'extrêmes qu'on pourrait rencontrer dans le futur. Voilà. Donc tout ça, ça nous fait qu'on a des besoins de recherche en la matière. Une des questions principales qui se posent, bien entendu, c'est sur la base des projections climatiques qu'on peut avoir, mais aussi plus près de nous sur la prévision subsaisonnière à saisonnière. On a des simulations à base de modèles climatiques qui sont entachées d'incertitudes. Et la question, la grosse question, c'est est-ce que les extrêmes qui sont simulés par ces modèles sont réalistes? Est-ce que c'est vraiment les extrêmes ou bien est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'encore pire? Donc là, il y a pas mal de travaux ces temps-ci là-dessus, notamment toute l'équipe de Freddy, et on y reviendra dans les exposés suivants. Et donc la question, c'est est-ce que ça pourrait être encore pire que ce que nous disent les modèles? Et donc là, les méthodes algorithmiques récentes peuvent peut-être nous aider à répondre à ces questions. Donc derrière, ce qui va avec, c'est est-ce que les périodes de retour, les niveaux de retour qui sont simulés sont réalistes, ou bien est-ce que ça peut être plus grave que ce qu'on voit avec les modèles physiques. Donc ça veut dire que les théories de valeurs extrêmes sous changement climatique, donc en contexte non stationnaire, c'est quelque chose de très important. Un autre aspect critique, c'est le fait qu'on est exposé à des choses qui sont multivariées. On ne s'intéresse pas à une variable toute seule, mais dans la plupart des cas, en fait, c'est une combinaison de facteurs qui peuvent intervenir. Si je prends un dernier exemple, ce serait celui des câbles souterrains. Ils sont, comme les autres, ils ont besoin d'évacuer de la chaleur. L'évacuation de la chaleur, ça dépend de la nature du sol. Bon, ça va, ça ne change pas trop, mais ça dépend de la température et de l'humidité. Et les projections climatiques d'humidité du sol jusqu'à 10 mètres à l'horizon 2100, il n'y en a pas beaucoup. Les modèles ne sont pas forcément très bons et il y a besoin de faire du travail là-dessus.
Donc tout ça pour dire que, pour faire un petit lien avec des maths, alors je ne sais pas si les mathématiciens purs considèrent que l'IA et le deep learning c'est vraiment des maths, mais en tout cas pour moi ça en est. Et donc il y a un pan de recherche et de la discipline là, qui est assez prometteur, qui a priori peuvent permettre de mieux anticiper tous ces extrêmes, peut-être de mieux les simuler ou de mieux les échantillonner. Et donc, pour ça, je vous invite à suivre les talks qui vont suivre de Corentin ce matin et puis de Bastien et Amaury cet après-midi. Voilà, et je vous remercie.